Bonsoir, ici Michel Lacombe. Tous les soirs de cette semaine, à cette heure-ci, je vous présente une demi-heure d'une série spéciale intitulée Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Merci de son hospitalité à l'émission Ado Radio. Et tous les soirs, à 20h, j'anime à l'Université du Québec à Montréal, salle Marie-Gérin-Lajoie, une table ronde organisée en collaboration avec Jacques Beauchemin et la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Rendez-vous après l'émission à l'UQAM. Vous êtes tous cordialement invités tous les soirs jusqu'à vendredi. Ce soir, la guerre. Sommes-nous capables d'accepter l'affrontement et donc de résoudre les conflits? J'ai appris beaucoup de choses à Radio-Canada. Comme quoi? J'aime beaucoup le geste qui accompagne la déclaration. Qu'est-ce que j'ai fait comme geste? Mais vous n'êtes pas allé au bout. Vous n'êtes pas allé... Non, c'était plutôt ça. C'était ample. Ah bon, d'accord. Non, mais j'ai appris une chose bien importante. J'ai appris à faire la guerre. La guerre de bureau, s'entend. Voyez-vous, c'est ça qu'on apprend dans la fonction publique, je veux dire dans la bureaucratie radio-canadienne. On apprend à faire la guerre. Toute bureaucratie, quelle qu'elle soit. Oui, mais je veux dire, fonction publique surtout, la bureaucratie d'État, parce que les autres bureaucraties, je veux dire, dans l'entreprise privée, c'est beaucoup plus léger, quoi. Et alors, on apprend à faire la guerre. C'est une école, disons, très formatrice sur le plan de l'art de la guerre. L'art de la guerre, dit Hubert Aquin à l'émission Appelez-moi Lise en 1975. C'est toute une époque où l'on disait les choses autrement, peut-être même plus clairement qu'aujourd'hui. Est-ce que cette époque permettait plus de liberté à l'intellectuel que l'actuelle? Je laisse la question en suspens jusqu'à la dernière émission de cette semaine, dont ce sera le thème. Aquin développe donc sa pensée politique dans l'analyse et la remise en question, dans la dialectique, comme il le rappelle souvent, et non dans la politique. Et il le fait dans l'esprit du temps, un temps qui emprunte encore beaucoup de mots à la décolonisation africaine. Il y a des personnages historiques encore vivants, comme Léopold Senghor. Il n'y a pas de raccourci possible pour passer de l'infériorité ressentie collectivement à la collaboration d'égal à égal. À moins peut-être que ce raccourci ne soit la suppression pure et simple du groupe en question en situation quelconque de minorité. En même temps que l'on nous invite à construire la civilisation de l'universel, on nous demande de renoncer à notre culture, a dit Léopold Senghor, nous rappelant ainsi que l'universel ne doit exister que grâce à la participation libre et active de tous les éléments particuliers qui auront choisi de le créer. Si les particularismes sont vraiment des extravagances ou des caprices insolites, ils ne résisteront pas longtemps aux excommunications dont ils sont l'objet. Si l'on nous avait donné l'exemple d'un pays qui, pour être plus progressiste que les autres, ait renoncé unilatéralement à la culture nationale, à son passé, pour mieux s'universaliser, nous pourrions suivre cet exemple. Mais cela n'existe pas encore. Nous nous soucions d'élaborer une culture nationale qui serait tout simplement pour nous un rempart de sécurité en attendant que la sécurité de toute notre planète soit réalisable. L'ère du temps change, mais c'est curieux comme certaines choses vieillissent bien. L'historien Éric Bédard a lu La fatigue culturelle alors qu'il était président du comité des jeunes du Parti québécois au référendum de 1995. Il était en plein affrontement ou en pleine guerre politique. Ça a été une révélation parce que à ce moment-là et encore aujourd'hui, on avait beaucoup de débats sur comment convaincre les nationalistes frileux, les hésitants. Et puis là, on était dans toute une argutie économique. Il faut rassurer, il faut montrer qu'on va pas perdre d'argent si on fait l'indépendance. Et là, on lit Hubert Aquin. Et il nous dit, même on est en 62, même si c'est l'époque où il y a les idéologies de la décolonisation, nègre blanc d'Amérique un peu plus tard, il nous dit c'est fondamentalement un problème culturel. Le problème du Canada français est un problème culturel. Mais culturel dans le sens global. Au sens global. Donc politique.
Exactement. Je précise tout de suite pour pas qu'il y ait de fausses perceptions du mot culturel. Oui, vous avez raison. Il dit culturel au sens anthropologique, c'est-à-dire habiter une culture, pas seulement la culture qui produit des connaissances ou qui produit des œuvres d'art, mais la culture au sens large, au sens anthropologique. Il cite Lévi-Strauss, donc une vision large de la culture. Et il dit, dans le fond, c'est un problème culturel qui génère un certain nombre de traits psychologiques, une fatigue, etc. Et pour en sortir, il faut la politique. Mais à la base, le problème est un problème culturel. Et évidemment, dans ce contexte-là, où j'en avais un petit peu soupé à ce moment-là, d'entendre parler de focus group, puis qui nous parlait des hésitants qu'il fallait rassurer en leur disant qu'il y allait avoir un chèque le lendemain d'un oui, de lire un grand esprit comme ça, qui nous ramenait au fondement du projet, je trouvais ça rafraîchissant. Autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est, il utilise beaucoup le terme de la lutte dialectique, l'importance de la dialectique dans son texte. On sent que Hubert Aquin a un immense respect pour le débat d'idées. Et il dit, dans le fond, la question du Canada français, la question du Québec d'aujourd'hui, n'est pas réductible à une lutte partisane. C'est une question qui est matière à philosopher, sur nous-mêmes, mais sur le monde d'aujourd'hui. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. À ce moment-là, on était dans des débats, évidemment, partisans. Mais là, lui, je lisais et ça me donnait une espèce d'horizon. Voilà une question qui est une question de très grande envergure, de grande amplitude. Et il mettait la barre très haute par rapport au débat qu'avait suscité Pierre-Éliott Trudeau avec son texte sur la nouvelle trahison d'Éclair. Et ça aussi, je trouvais ça rafraîchissant. Dans le contexte, n'oubliez pas, de 94, veille d'un référendum, on parle plus de stratégie finalement que du fondement du projet à ce moment-là. Donner un horizon, dit Éric Bédard. Interdire la réflexion à courte vue, exiger que les idées aient un sens. C'est comme ça qu'écrit Aquin, avec une passion, une volonté de performance absolue, comme un pilote de Formule 1. Chose étonnante qui justifie la comparaison, Hubert Aquin a été le premier président du Grand Prix de Montréal. Et je ne charrie pas. Il expliquait son projet à l'émission Métro Magazine en décembre 62. René Ferron cause avec M. Hubert Aquin, initiateur et promoteur du projet et président de le Grand Prix de Montréal incorporé. Quels sont les avantages de l'île Sainte-Hélène? D'abord, il n'y a pas de quartier résidentiel et puis il existe déjà un pavage qui est utilisable dans presque toute sa longueur et qui, en plus, il y a un aspect spectaculaire, si vous voulez, par rapport à Montréal, puisque ça se déroule devant Montréal et c'est peut-être le seul point de Montréal, disons, d'où on a une vue extraordinaire de la ville de Montréal. Alors, à ce point de vue-là, je trouve que c'est idéal. Voilà, 1962, et c'était déjà dans les îles. Je ne pouvais pas passer celle-là sous silence. Mais revenons à nos moutons. Nous parlions de la passion des idées et de la volonté de performance. Écoutez comment Aquin décrivait sa vocation d'écrivain à l'émission Aujourd'hui, en 1966, et comment François Ricard, directeur littéraire et professeur de littérature, en évalue l'actualité aujourd'hui. Je suis devenu écrivain faute d'être banquier. Et c'était plus axé sur le phénomène de dépossession économique. Et je disais justement que tout ce qui restait à ce moment-là, je me souviens de mon propos, tout ce qui restait aux Canadiens français, puisqu'ils n'étaient pas président de banque ou vice-président de banque, c'est de devenir artiste ou écrivain. Parce que c'est justement le talent qu'on prête volontiers aux pauvres, plutôt que de leur prêter de l'argent. Je suis écrivain, dit-il, comme les Noirs américains sont danseurs ou joueurs de basketball. C'est-à-dire, je suis écrivain parce que je n'ai pas accès au monde réel, entre guillemets, c'est-à-dire à la politique, à l'économie, à la transformation de la société. Je suis enfermé dans l'imaginaire. Je suis dans l'art est une sorte de réserve et le pouvoir, employant son langage, enfin, le dominateur, non seulement permet au dominé d'être un bon poète, d'être un bon écrivain, mais l'encourage, parce que pendant ce temps-là, il n'essaye pas de transformer le monde. Cette idée, donc, selon laquelle l'art, la littérature, tout ce qui relève du symbolique, de l'imaginaire et de la culture en général, que tout cela, est une sorte de soupape dans laquelle on permet au dominé d'exercer ses talents, pendant que le dominant, utilisant ce langage, s'occupe des choses sérieuses, c'est-à-dire de la vie politique, de la vie économique, de l'organisation sociale. Vous croyez à ça, vous dominant, dominé?
Non, c'est-à-dire, oui, ça existe, les rapports de domination, naturellement, mais là, je me place... Ici, actuellement, là. Ah ben là, vous me posez une question un peu plus embêtante. Oui, sûrement. Non, mais je pense que ça fait partie de la vie sociale. Il y a des dominants, il y a des dominés. Oui, mais il y a une occupation du champ économique par les Canadiens français, pour les appeler comme ça, pour garder le langage de l'époque, qui n'existait pas à l'époque. Oui, mais ils deviennent... non, bien sûr, si on parle du domaine économique, c'est sûr qu'il y a eu une sorte de reconquête économique de la part des Canadiens français qui ont réussi à permettre l'émergence d'une bourgeoisie d'affaires qui elle-même est devenue le nouveau dominant. Comme partout. Ben voilà, on change de dominant, mais le rapport de domination continue à exister, c'est certain. OK, mais alors ça, ce n'est pas un rapport... Et ça, c'est une autre idée qui m'est chère. Enfin, c'est pas une idée, c'est une constatation. Vous voyez, cette émergence de la bourgeoisie d'affaires, on fait un peu du coq à l'âne, mais cette émergence de la bourgeoisie d'affaires, elle aurait été impossible sans des textes comme celui d'Aquin et le mouvement qu'il a déclenché, c'est-à-dire sans la montée nationaliste des années 60, sans les revendications des nationalistes des années 60, qui s'en prenaient au fait que le CN était dirigé, toutes les institutions fédérales, le Canadien national, etc., étaient dirigées uniquement par des anglophones, qu'il n'y avait pas de place pour les entrepreneurs francophones. Ces gens-là, ces entrepreneurs, n'auraient jamais réussi à s'imposer, à émerger, à faire leur place sans cette espèce de pression politique exercée par le mouvement nationaliste. Et, chose curieuse, mais on pouvait s'y attendre, dans la plupart des cas, dès qu'ils ont émergé, dès qu'ils ont atteint cette position qu'ils cherchaient, à partir des années 70-80, ils n'ont rien eu de plus pressé, bien sûr, que de laisser tomber les revendications nationalistes et de devenir eux-mêmes des rouages de la domination économique qui n'a pas beaucoup changé parce qu'elle a changé d'ethnie. Le système lui-même n'a pas changé, je vous apprends rien. Enfin, on est loin aujourd'hui d'avoir dépassé le capitalisme. Le capitalisme n'a jamais triomphé avec autant de bonne conscience et de splendeur que maintenant. Merci, François Ricard. Aquin parlait de guerre de bureau. L'ancien premier ministre Bernard Landry utilise le mot guerre dans un autre sens qui renvoie encore la société québécoise à elle-même et non à un ennemi. Dans cette logique, l'affrontement fondamental, il est avec nous-mêmes, à l'intérieur de notre propre société. Dans ces années-là, a commencé au Québec ce que j'appellerais, en termes quand même choisis, une pacifique guerre civile. C'est-à-dire un affrontement entre Québécois. Et si le Québec n'est pas indépendant aujourd'hui, c'est pas à cause du reste du Canada, des affrontements avec quiconque de l'extérieur. C'est parce qu'il y a eu la cristallisation autour de la pensée de Trudeau et la cristallisation autour de la pensée d'Hubert Aquin qui lui avait donné une réplique formidable. Analyse donc de l'ancien premier ministre Bernard Landry. Ces années-là, c'était les années 60. Madame André Yanakopoulou, quant à elle, la compagne d'Hubert Aquin, trouve que l'identité québécoise est aujourd'hui devenue bien timide. Qu'est-ce qu'Hubert Aquin reconnaîtrait du Québec s'il était là aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'il se dirait que, décidément, son analyse est toujours valable et que peut-être même elle l'est plus que jamais. Ça, c'est moi qui l'ajoute, je ne sais pas du tout, parce que moi, je trouve que c'est de plus en plus terrible. Nous avons mauvaise conscience devant tout le monde et nous sommes en train de nous effacer comme communauté québécoise devant l'état d'exigence des communautés qui vivent avec nous. L'ouverture n'a pas réussi. C'est-à-dire que l'ouverture est devenue ce qu'on appelle, ça c'est une expression qui revient souvent et dont je dois vous dire que j'ai horreur, l'accommodement raisonnable. C'est une expression juridique d'ailleurs. Oui, d'accord, mais elle est épouvantable. Elle est épouvantable parce que ça veut dire que nous-mêmes, nous ne savons pas nous positionner et que on va faire du cas par cas et que à chaque fois, on va examiner les choses puis on va dire ben oui, là vous avez raison, là vous avez pas raison, là on va faire comme ça, on va faire un compromis. C'est l'ère du compromis. Oui, l'ère du compromis. Ou alors les structures ont tellement changé, la réflexion a tellement changé que peut-être les références qu'on utilisait pour penser les situations politiques sont plus les mêmes, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il faut dire aussi que depuis une dizaine d'années, la notion d'identité a un peu changé. Ouais. On réclame une identité un peu plus du monde, en quelque sorte. On réclame une identité un peu vagabonde, d'après ce que j'ai lu en tout cas. Une identité un peu errante et tout ça. C'est comme si on n'avait plus d'histoire, on ne sait plus d'où on vient. Donc si on ne sait pas d'où on vient, comment savoir où on va?
Hein, et je crois que c'est lié à ça. Alors nous, on se veut citoyen du monde, mais finalement, ça ne repose sur rien, ça n'a aucune consistance, je ne sais pas du tout. Et je pense que Hubert serait sensible à ça, parce que je me souviens très bien que lorsque Trudeau a commencé à parler du multiculturalisme, là, spontanément, on s'est regardés tous les deux, on dit ça y est, il a noyé le poisson. Parce que avec le multiculturalisme, nous, Québécois, on était absolument noyés, on était à l'égal de tous les autres immigrants. Et il n'y avait qu'un seul peuple vraiment canadien, c'était les anglophones. André Yanakopoulou. Alors, examinons ça. Est-ce que vraiment nous ne savons pas nous positionner? Le Canadien français a-t-il perdu toute fierté? Ou alors, est-ce que nous évaluons tout ça avec une monnaie qui n'a plus cours? Le sociologue Jacques Beauchemin a beaucoup écrit sur l'identité. Nos sociétés sont devenues des sociétés où règnent les minorités. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, l'accommodement raisonnable a connu et connaît encore au Québec, au Canada, la faveur que l'on sait. Nos sociétés expérimentent une drôle de définition de la démocratie. Hein. On est passé du règne de la majorité au triomphe des minorités. Et c'est ce qui explique aussi l'importance des chartes de droit, d'une éthique sociale faite de tolérance, d'ouverture, de dialogue. Et ce que ça fait, c'est que fondamentalement, on s'imagine maintenant nos sociétés comme la collection de minorités, de regroupements identitaires, chacun détenant des droits égaux. Ce que ça veut dire concrètement, ça, et ça a une importance très grande pour ce qui est du Québec contemporain, c'est qu'on se représente la société comme devant absolument être régulée dans la paix, dans la bonne entente et dans l'ouverture. Nos sociétés ont horreur du conflit. On s'émeut de voir des soldats tués à la guerre. On s'émeut de la violence faite aux uns et aux autres. On adopte des règlements contre le harcèlement psychologique et moral. Toutes ces choses qui ne sont pas nécessairement répréhensibles, loin de là évidemment, mais qui témoignent d'un air du temps. L'air du temps, c'est la paix. Absolument la paix. Pas de confrontation. Rien de particulier au Québec là-dedans. Non, mais dans le cas du Québec, ça a une incidence toute particulière. Parce que le Québec est traversé d'un problème qui est très particulier en Occident, c'est-à-dire une question nationale persistante et irrésolue. Une question nationale dont la solution appelle nécessairement des conflits, de l'affrontement, et qu'on va pas réussir à éviter. Mais comme nous vivons dans cette espèce de contexte sociétal où la paix, la tolérance, l'ouverture et la bonne entente doivent absolument régner, il est devenu très difficile de traiter la question nationale comme Hubert Aquin le faisait lui-même, c'est-à-dire dans les termes du conflit et de l'affrontement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème politique qui doit forcément passer par l'affrontement, mais qu'on veut éviter l'affrontement? Mais alors, on tente d'aborder ce problème-là dans la perspective unique et entière du dialogue, de l'échange. Alors même que, malheureusement, ultimement, et c'est le pathos qui est dans le politique, ça, il va falloir décider quelque chose. Il va falloir voter quelque chose, il va falloir appliquer une politique. Et ça va vouloir dire une majorité sûre d'elle-même, certaine de la légitimité de sa position et qui va l'affirmer. Et ça veut dire aussi des mécontents. Ça veut dire des positions minoritaires qui devront alors se retrancher dans leur... ou accepter la décision portée par la majorité. Ça s'appelle le conflit social, ça s'appelle le politique. Et c'est précisément ce que nos sociétés seront plus capables d'affronter clairement aujourd'hui. Le discours d'affrontement, celui d'Hubert Aquin, de Gaston Miron et de combien d'autres, ce discours-là a connu ses belles heures. Mais il faut bien voir qu'on est passé vraiment à autre chose. Hubert Aquin, aujourd'hui, on s'interroge dans le cadre de cette série d'émissions sur son actualité. Elle est à la fois très grande et pas très grande. Elle est pas très grande dans la mesure où le langage que nous tient Aquin en 62 est quelque chose qui est devenu littéralement inaudible. Le langage du conflit, de la guerre, Hubert Aquin parle carrément de guerre, est quelque chose qui nous est devenu très étranger. Autrement dit, l'espèce de radicalisme ou de représentation de la société québécoise dans les termes du conflit, ça a vécu très très peu au Québec. Ça a vécu peut-être 15 ou 20 ans, de 60, disons, à 75. Quand le Parti québécois prend le pouvoir, on passe à autre chose déjà. Hein? On passe à l'idée d'un référendum sur la souveraineté. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est déjà la fin de cette espèce de discours du conflit ouvert et du dominant
à renverser. Jacques Beauchemin de l'UQAM. Le philosophe politique Serge Quentin croit, quant à lui, que le Québec a un problème de mémoire qui est loin d'être réglé et qui expliquerait cette différence de langage. Comme si la société québécoise était braquée contre le passé, comme si nous avions du mal, collectivement, à retrouver un sens à notre histoire. En dépit de certains discours qui nous invitent à renouer, à nous réconcilier. Mais c'est très difficile, ça, je pense, pour une société. Toutes les sociétés ont des problèmes de mémoire, et a fortiori la société québécoise qui a subi de tels traumatismes. Moi, je ferais le parallèle avec un individu qui a subi des traumatismes dans son enfance, des défaites, des humiliations, et qui n'arrive plus à vivre, à sortir de ces difficultés, qui est dans une impasse et qui va voir un psychanalyste ou un thérapeute et qui lui dit, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, le thérapeute, le psychanalyste va dire, ben, faut remonter dans l'enfance, faut remonter, essayer de comprendre, essayer de vous réconcilier avec ce que vous avez vécu, mais c'est pas garanti qu'il va y arriver. C'est pas garanti, c'est tout un défi qui s'est offert à la société québécoise dans les années 60 et qui s'offre encore à nous aujourd'hui, de se réconcilier avec cela. Parce que la première réaction, elle était chez certains dans les années 60, et ensuite, ce refus du passé, il est compréhensible, il était peut-être nécessaire même. Hein? Sauf que on n'a pas arrivé à dépasser il me semble souvent, cette première réaction de rejet de soi. Et pour la dépasser, ben, il faut mieux comprendre notre histoire, il faut se donner la peine de l'interpréter. On peut être fier d'un paquet d'affaires, on peut être fier de notre différence culturelle ou de notre identité particulière. On est les seuls qui parlent français en Amérique. Oui, je pense qu'on est un peuple qui met sa fierté de l'avant très très souvent, ouais. On se diminue beaucoup quand on se compare aux autres. Sincèrement, j'ai aucune idée, je sais pas. Est-ce qu'on est assez fiers de nous au Québec? Moi, je parle pour ma génération, en tout cas autour de moi, les 20-30, je vous dirais que personnellement, je pense que oui. J'ai l'impression qu'on a encore une attitude un peu coloniale parfois, je trouve. Ben, on commence. C'est-à-dire qu'on pourrait l'être plus, perdre un peu notre complexe d'infériorité qui est toujours présent. Le problème est plus profond que ça, puis je pourrais pas l'expliquer, là, mais je pense qu'il y a un gros manque de confiance au Québec, oui. Confiance en nous-mêmes, confiance en nos racines, en notre pouvoir. Ceux qui sont artistes, on n'en a pas honte. Quand on est fier, c'est peut-être l'étape d'après, ma foi. L'intervention de Serge Quentin était suivie d'une rencontre d'Émilie Dubreuil avec des étudiants universitaires. Revenons au texte d'Hubert Aquin lu par Pierre Lebeau. Le nationalisme serait condamnable parce qu'il préconise un rétrécissement communautaire, alors que le mouvement de l'histoire va dans le sens d'une mondialisation irréversible. À cela, je dirais que l'humanité offre à l'historien une belle anthologie de chutes d'empire. Alexandre, Gengis Khan, Soliman le Magnifique, Mahomet, Franz Joseph, Adrien, César, Victoria ont proclamé la pérennité d'empires polyethniques et polyculturels qui se sont tous également rétrécis. Il se pourrait bien alors, si l'histoire avec un grand H a un sens, que ce soit dans le rétrécissement qu'on le trouve, avec autant de preuves irréfutables à l'appui que dans l'intégration planétaire et mondiale. Mais je cherche encore pourquoi le nationalisme, selon Trudeau, et plus particulièrement son expression séparatiste actuelle au Canada français, est un ferment de régression historique, sociale, humaine et logique. Aquin, au fond, c'est sans doute un des plus grands écrivains, c'est un des plus grands penseurs, mais qui n'est jamais lu. L'écrivain Yvon Rivard. Pourquoi il n'est pas lu au Québec? Il est vénéré, il a donné son nom à l'université et tout. Une belle façon de se... Il y a des spécialistes d'Aquin dans toutes les universités. Il y a des spécialistes d'Aquin, mais globalement, c'est pas quelqu'un qui est lu. Non. À mon avis, il n'est pas vraiment lu parce qu'il est difficile. Et la difficulté, c'est pas parce qu'il a une pensée qui s'exprime de façon labyrinthique ou éclatée ou quoi que ce soit, ou hautement philosophique, c'est que le propre même de sa pensée est tout ce qu'il y a de plus inconfortable. Quelqu'un qui vous dit il faut vivre dans une dialectique d'opposition, c'est pas confortable. On ne peut jamais dire qu'il loge à un endroit, parce que si vous dites qu'il loge à un endroit, il va dire oui, mais regardez-moi, dans 5 minutes, je vais loger dans la position adverse. Et ça, c'est pas confortable. Et ça,
j'allais dire, hélas, pour beaucoup de militants indépendantistes, de fixer la vérité une fois pour toutes, soit dans une structure politique bien établie, soit dans une pensée même de ce qu'est une nation ou une culture. C'est très, très inquiétant. Et c'est très, très dérangeant. Donc, c'est une réponse franche, mais qui est désolante, à mon avis, parce que s'il faut renoncer à cette mobilité de la pensée pour créer un pays, je me dis, c'est aussi bien de ne pas en créer, sinon on est très bien comme ça. On est dans une sorte de médiocrité heureuse, comme dit l'autre, alors on peut très bien y rester. Mais si on dans veut, le grand loisir. Dans le grand loisir. Et si on veut créer quelque chose, ben là, il faut prendre le risque même de la contradiction, ce que Aquin fait. Autrement dit, ce texte-là, c'est une bonne initiative. L'inconfort. Oui. Mais non pas le confort et C'est l'indifférence. exactement le contraire, exactement. Donc, il est encore à lire, à découvrir. Un paresseux, doublé d'un simple d'esprit, celui-ci pensant pour celui-là qui travaillait pour l'autre, vivait tout étonné au milieu d'un grand loisir. C'est le début d'un conte de Jacques Ferron auquel Yvon Rivard faisait référence, le paysagiste. Nous allons conclure en revenant au début. Sommes-nous capables d'accepter l'affrontement et donc de résoudre les conflits? Jacques Godbout. Est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance ici à dire non, il faut pas d'affrontement, il faut, c'est Trudeau, faut éviter. C'est Trudeau qui l'emporte dans cette discussion-là. Trudeau était un pacifiste et l'état de délabrement avancé de l'armée canadienne, de ses équipements et des avions qui volent pas et des bateaux qui coulent, sont dus en bonne partie à la pensée de Trudeau, laquelle trouve un grand écho chez les Québécois, Canadiens, Français, qui ne veulent pas d'affrontement, qui veulent pas de guerre. Je pense que ça date d'il y a très longtemps, même de l'ancien régime français. Les gens qui quittaient l'Europe ne voulaient surtout pas de guerre, arrivaient ici, et plutôt que de faire la guerre, les Français préféraient s'associer aux Indiens et parcourir le pays. Ça n'a jamais été des très grands guerriers. Quand Montcalm a affronté les Anglais et les Canadiens, ceux qu'on appelait les Canadiens, c'est-à-dire ceux qui étaient nés ici, ont fait la guérilla, ils sont pas mêlés à l'armée française. L'armée française a été battue, ils ont haussé les épaules. À l'époque, je pense les gens étaient des pacifiques. Et la plupart des Québécois, Canadiens, Français sont des gens relativement pacifiques. Mais le pacifisme est devenu une sorte de maladie à la mode qui a attrapé Trudeau et qui est fort répandu au Québec. Aquin parle d'angoisse pacifiste, la paralysie, la peur. Ça paralyse, bien sûr. Si on se dit, faut surtout pas de guerre, et c'est pas la peine de s'armer, on est sûr de se faire bouffer. Voilà, Jacques Godbout. Alors, merci à tous nos invités qui ont accepté de répondre à cette question. Sommes-nous capables d'accepter l'affrontement et donc de résoudre les conflits? À la technique, Alain Boissonneau et tous ses collègues qui ont enregistré les entrevues, le comédien Pierre Lebeau pour la lecture des textes de la fatigue culturelle du Canada français, la journaliste Émilie Dubreuil, Stéphane Gourde et Monique Hins aux archives et à la discothèque, et le réalisateur de cette série, Daniel Martineau. Demain, la race. Sommes-nous bien sortis de l'ethnicisme canadien-français? Et comme tous les soirs cette semaine, j'invite tous ceux qui le peuvent à venir nous retrouver à l'Université du Québec à Montréal, salle Marie-Gérin-Lajoie, pour le débat public. À tout de suite, ou à demain.